j'ai reçu un énorme coup de pouce à l'origine du général Gallois, que dans les années 90 on publiait à l'Âge d'Homme. On publiait à l'Âge d'Homme, donc Maison Suisse, à la base, parce que ses éditeurs habituels, comme Plon et autres, c'était quelqu'un qui était au cœur même du système français. Il était non seulement un héros de la Deuxième Guerre mondiale, aviateur qui a bombardé les Allemands, mais également, après la guerre, donc, le concepteur de la dissuasion nucléaire, l'homme qui a permis à la France de développer le premier avion de ligne à réaction, qui était le Caravelle, et l'homme qui a inventé le Mirage, l'avion Mirage, parce qu'il travaillait pour Dassault après la guerre. Donc c'est quelqu'un qui a un impact sur l'histoire de France qui est considérable. Et qui est un petit peu comme mon père, s'est un peu retiré des affaires sous ses vieux jours. Il est mort à 100 ans. Et sous ses vieux jours, il a publié des livres qui étaient des livres un peu de mémoire et d'analyse de l'époque contemporaine, qui étaient très politiquement incorrects pour son milieu. Et donc c'est nous, évidemment, qui nous sommes coltinés. Et où, justement, il parlait entre autres du déclin de la France, mais également du déclin à venir des États-Unis, du monde multipolaire qui n'était pas encore du tout visible à ce moment-là. C'était un visionnaire et un enfant. Il était très enfantin. Et puis alors, il m'a expliqué, parce que nous avons travaillé sur des livres sur cette question, nous avons réédité sa Géopolitique, qui est le traité de référence mondiale de la dissuasion nucléaire. Il m'avait expliqué la dissuasion nucléaire comme un jeu. C'est un jeu, mais c'est un jeu dont l'enjeu, c'est pas 3 jetons posés sur la table, c'est la Terre entière. Et si quelqu'un déroge à la règle, on est tous foutus. Et cette idée qu'il suffirait d'une anicroche, d'une légère tricherie, pour que tout foute le camp, eh ben, elle me poursuit depuis que je connais cet homme. En fait, on a eu l'époque où nous sommes nés, et qui s'est achevée avec l'effondrement de l'URSS, était une époque extrêmement stable. Les grandes puissances se regardaient en chien de faïence, ne s'agressaient pas elles-mêmes, elles opéraient par des moyens détournés, mais on restait très polis et très déférents l'un vis-à-vis de l'autre, parce qu'on croyait à cet outil de pacification. Et pour le Gallois, qui était de nouveau un esprit enfantin, plus on avait d'armes nucléaires dans le monde, plus il y aurait la paix. C'est comme ça qu'il raisonnait. Et aujourd'hui, il n'en va pas ainsi. Ces armes, on ne sait même pas qui les possède. Les arsenaux, on n'en a même plus l'inventaire. Il y en a un peu partout. Des avions ont perdu des bombes au-dessus de l'Atlantique, on ne sait pas où elles sont. On est sur une poudrière. Et étrangement, au moment où j'ai proposé le roman, où j'ai écrit, où j'ai proposé à Gallimard, plus personne n'en parlait. Et puis lorsqu'il est sorti, tout d'un coup, on s'est mis à s'affoler à cause de la crise de Corée, qui n'en est pas une en fait, mais enfin, quand même, on a ressorti le sujet. Je me souviens d'ailleurs que je lisais de manière indiscriminée, boulimique, quand j'étais jeune, essentiellement, je pense quand même par paresse, et un jour, je suis tombé sur La Montagne magique de Thomas Mann, et puis je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'avais peut-être 11 ou 12 ans, c'était dans la bibliothèque parentale, et puis vous savez, à l'époque, les gens achetaient encore ces bibliothèques complètes, des séries complètes de grands classiques, reliés, tous la même chose, et puis personne ne les ouvrait, ça ramassait la poussière. Et puis moi, j'étais le seul idiot qui se disait, c'est peut-être des livres et pas seulement des cale-portes. Et donc, j'ai ouvert La Montagne magique, et je me souviens de l'avoir lu d'une seule traite. Ça fait 800 pages quand même. J'ai lu pendant 20 heures, en tout cas. Et je devais avoir 11 ou 12 ans. Et je ne pouvais pas me détacher de ce livre, alors que c'est vraiment pas fait pour les enfants. Mais c'était tellement prenant, c'était tellement un tel univers qui se passe évidemment, comme vous le savez, dans les sanatoriums ici en Suisse, que ça m'a comme Led Zeppelin 3. Je me le suis passé en boucle en quelque sorte. Après avoir été éditeur, chroniqueur, après avoir fait des tas d'activités dans le domaine du livre, de l'écriture, de la presse, depuis Le Miel, paru chez Gallimard il y a 3 ans, c'est ça, tu es écrivain. Voilà, une étiquette en plus. Alors, voilà, qu'est-ce que ça change et comment tu vois ton métier d'écrivain? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie depuis la parution de ce premier roman, Le Miel? Ah, ça a tout changé. Parce que avant, j'étais éditeur, j'étais dans l'édition. Puis tout d'un coup, je suis devenu je n'étais plus celui qui porte des cartons pour les auteurs, mais j'étais l'auteur. J'étais plus celui qui encaisse des chèques qu'on ne peut pas encaisser. J'étais plus celui qui organise des événements foireux parce qu'on a raté la date.
Là, j'arrive, je laisse mon sac au vestiaire, je dis « Ah oui, je suis l'écrivain, où est-ce qu'on signe ?» Ça change énormément. C'est agréable. Non, mais C'est agréable. C'est très agréable. Mais c'était aussi, il faut bien le dire, en tout cas avec le premier roman, et c'était extrêmement difficile de se hasarder à faire ça parce que j'ai travaillé toute ma vie dans l'édition. Le premier roman est sorti quand j'avais 47 ans. C'est pas un âge pour faire ça. Et puis quand vous êtes dans l'édition et que vous avez vu passer des milliers de livres et encore plus de milliers de manuscrits sous vos yeux, il y a un petit peu de réticence et un petit peu de scrupule à encore consommer du papier avec votre propre graphomanie. Donc il faut vraiment être très sûr de son coup lorsqu'on s'y lance.